Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à tout le monde. C'est génial qu'il y ait autant de monde. Ravi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous proposer un petit exercice qu'on va faire tous ensemble pour atterrir ici et maintenant. Hop, bonsoir. C'est un exercice qui sera expliqué plus tard et même idéalement dans l'atelier qui aura lieu mercredi. On va faire un exercice de respiration. On va respirer tous ensemble sur le même rythme pour aider nos systèmes nerveux à se ramener ici de manière présente. On va respirer avec le bruit d'une petite bille qui fait ting-tong pendant pas grand-chose, juste 1 minute. Et en fait, ça va nous permettre d'être tous ensemble et de faire qu'on passe un moment de meilleure connexion. Donc on va inspirer sur 4 secondes et on va expirer sur 8 secondes. Pour s'apaiser, ça aide à la digestion. C'est le bon moment. Merci. Si on prend juste un instant pour sentir comment on se sent maintenant par rapport à il y a 40 secondes. Déjà, moi, le timbre de ma voix, il a complètement changé. Et la sensation que j'ai de mon poids sur la chaise et l'ancrage que j'ai dans mes pieds, dans le sol, est complètement différent. C'est un tout petit exercice parmi plein d'exercices qui existent, qui font partie de ce que j'appelle l'hygiène du système nerveux, c'est-à-dire prendre soin de comment notre système nerveux est en bonne santé, et on appelle par bonne santé un état de régulation, c'est-à-dire que le fait qu'il soit dans un endroit où il est paisible et tranquille, contrairement à beaucoup de moments dans notre journée où notre système nerveux perçoit du danger. Et c'est ce danger qui nous amène à ressentir du stress. Pour illustrer ça, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire vraie. C'est l'histoire de Théo et Aurélie. Théo, c'est quelqu'un de très vivant, de très énergique et qui fait plein de choses en même temps. Et Théo, en même temps, il a une certaine tendance à arriver en retard régulièrement. Et quand il arrive en retard, ça a une certaine tendance à très fortement énerver Aurélie. Et vous me direz, c'est juste une histoire de retard. Mais en fait, Théo, quand il arrive et qu'il rentre chez lui, et qu'il arrive avec 2 heures de retard parce qu'il a joué sur la plage avec son fils et que son téléphone est tombé en panne de batterie, il n'a pas pu prévenir Aurélie. Et en fait, au moment où il arrive et au moment où il met la main sur la poignée de la porte, il a peur. En fait, il a peur de ce qui va se passer derrière. Et quand il appuie sur la poignée et qu'il rentre et qu'il voit sa compagne, son aimée, et qu'il sent déjà dans son regard que, en fait, la situation va probablement monter en température, il y a quelque chose à l'intérieur de lui qui se ferme. Et sa réaction spontanée, ça va être d'essayer de compenser. C'est-à-dire qu'en fait, il va se justifier, il va demander pardon, il va dire « mais je suis désolé ma chérie, mais j'ai pas fait exprès, mais tu sais, je suis juste tombé en panne de batterie, mais en plus de ça, on passait un bon moment, mais c'était génial. » Donc, il va chercher à rationaliser, il va chercher à donner des explications que le cerveau peut comprendre, et il va même s'excuser et demander pardon. Et pourtant, Aurélie, en face, elle n'entend pas. Elle n'entend pas ce qui est en train d'être dit, et en fait,
elle monte en pression et elle pète un câble jusqu'à lui dire mais tu comprends pas, mais tu trouves ça normal d'arriver avec 2 heures de retard, tu me préviens jamais, c'est toujours comme ça, j'en ai marre. Et en fait, la situation, elle monte. Et lui, il s'excuse encore plus. Il dit mais non, mais c'est pas grave, mais regarde, on a passé un bon moment, mais tu comprends, il s'est passé ça. Et en fait, plus il essaye de rationaliser, et plus la personne en face, elle s'énerve. Et au bout d'un moment, c'est juste un affrontement et plus personne ne se comprend. Et la communication devient complètement impossible et plus personne ne s'entend. L'erreur est de continuer à parler des faits, c'est-à-dire des faits, de à quelle heure je suis arrivé et tout ça. Alors qu'en fait, le problème, ce ne sont pas les faits, mais l'effet. C'est-à-dire quel est l'effet que ça me fait vivre, cette situation. La problématique, elle est émotionnelle, elle n'est pas factuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas le fait que cette personne soit arrivée en retard ou à l'heure de tant de minutes, de telle manière, ou qu'il se soit passé ça. C'est le fait que la personne qui n'a pas été prévenue ne se sent pas considérée dans cette scène. C'est-à-dire qu'en fait, ça lui donne la sensation qu'elle n'a pas de valeur. Ça lui donne la sensation qu'elle ne compte pas pour l'autre. Et vu que globalement, souvent, les couples sont appairés d'une manière où les comportements réveillent nos blessures intérieures. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça dans les couples, comment la personne qu'on aime le plus a le don incroyable de pouvoir mettre le doigt exactement là où ça nous fait mal à nous, alors que la personne d'à côté, ça ne lui ferait pas mal. Mais à nous, oui. Et en fait, il se trouve que ça rappelle à cette personne qui a ce qu'on appelle un style d'attachement anxieux, le fait qu'elle a peur d'être abandonnée. Donc en fait, chaque fois que Théo revient en retard et qu'en fait il ne la prévient pas, le laps de temps dans lequel elle n'a pas de nouvelles réveille en elle une blessure ancienne, probablement depuis son enfance, dans laquelle elle ne sait pas si la personne qu'elle aime et qu'il aime et qui va prendre soin d'elle va revenir pour prendre soin d'elle réellement. Elle a réellement peur d'être abandonnée. Et en fait, si cette peur, elle vient vraiment de la petite enfance, du bébé, en fait, cette peur, elle est très réelle. Parce qu'en fait, un bébé, s'il est abandonné, il meurt. Pour de vrai. Donc, la problématique, c'est que le vécu émotionnel de l'enfant, qu'on peut appeler traumatique, mais pas forcément, ça n'a même pas besoin d'être traumatique, hein, ça peut être juste des situations émotionnelles qui n'ont pas pu être processées, crée des styles, ce qu'on appelle des styles d'attachement, donc des types de blessures, qui vont se réveiller plus tard avec des comportements totalement anodins, des petites scènes du quotidien. Et à côté de ça, Théo, en face, lui, il est en train de s'excuser, il est en train de se justifier, il est en train d'essayer de faire bien désespérément. Il veut vraiment l'aimer, il veut vraiment lui dire « mais ma chérie, je t'aime, je suis vraiment... » Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce dont il a peur, c'est d'être rejeté. Il a peur de ne pas être à la hauteur. Il a peur que son comportement ne sera pas suffisamment bon pour que la personne qu'il aime et qu'elle l'aime veuille bien le garder. Donc c'est assez paradoxal parce qu'en fait on est juste dans une scène tout à fait banale du quotidien de « je suis arrivé en retard, j'ai fait une petite boulette de rien du tout ». Mais à ce moment-là, le fait que le sujet émotionnel ne puisse pas être nommé et que les personnes ne puissent pas être conscientes de ce qui est réellement en train de se jouer, fait que les deux personnes sont finalement en train d'avoir peur de la même chose. Elles ont peur d'être seules en fait. Elles ont peur de perdre l'amour et elles ont peur de ne pas être vues, entendues et considérées. Et c'est ce besoin physiologique primitif et fondamental qu'on a tous qui nous amène à nous faire autant mal alors que pourtant ces deux personnes s'aiment profondément et qu'elles se veulent du bien. Dit comme ça paraît simple. Et en fait, c'est très compliqué dans le sens où c'est très difficile. C'est simple, mais c'est très difficile. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, la réaction émotionnelle qui se déclenche, elle est déclenchée par ce qu'on appelle le nerf vague. Le nerf vague, c'est un nerf qui est en fait une grande batterie de capteurs qu'on a dans le corps. Donc c'est 80% de capteurs dans le corps et 20% dans le cerveau. Et l'information, elle va du corps vers le cerveau, pas dans l'autre sens. Et en fait, ce nerf vague, il appartient à la partie du système nerveux qui est le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, il porte bien son nom. Il est autonome. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas de capacité consciente dessus. On ne peut pas influer sur ce système nerveux volontairement. À part avec quelques exercices très spécifiques, dont celui qu'on vient de faire, la respiration de cohérence cardiaque. Mais à part ça, en fait, on ne peut pas
quand on est ce qu'on appelle activé, c'est-à-dire dérégulé, c'est-à-dire quand notre système nerveux part en vrille, on ne peut pas volontairement dire « Allez, c'est bon, je me calme ». Ça, c'est impossible. Physiologiquement, c'est juste absolument impossible. Et c'est d'autant plus impossible que ce nerf, il a une seule fonction. C'est celle d'évaluer si le climat, l'environnement, et donc la personne qui est en face de moi, si cette personne est mon ennemi ou mon ami. C'est-à-dire qu'en fait, ce nerf, il sert à évaluer le danger. Il sert qu'à ça. Et cette perception du danger, elle est hautement subjective. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de danger réel. On ne parle pas du fait d'avoir un lion en face de nous qui va réellement nous manger. Non. On parle du fait que nos histoires, nos vécus, nos traumas, ceux de l'enfance, mais même ceux de nos relations au quotidien, quand elles ne peuvent pas être processées, c'est-à-dire quand l'émotion est trop forte pour qu'on puisse la digérer, laisse des traces et des marques, et ces traces et ces marques créent une histoire à travers laquelle on interprète la réalité. Et donc, ce qui va être un danger pour moi va être complètement différent de ce qui va être un danger pour toi, ou un danger pour toi, ou un danger pour toi. On a tous une perception différente du danger. Par contre, on a tous la même réaction physiologique face au danger. Quand le nerf vague s'active, quand il perçoit un danger, en fait, son implantation dans le cerveau est à côté de 3 autres petits nerfs extrêmement importants. Le premier, il contrôle le timbre de la voix. Le deuxième, il contrôle les muscles du visage. Et le troisième, il contrôle l'ouverture et la fermeture du tympan. Pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, à cet endroit-là, il y a une information essentielle pour comprendre comment on réussit à se faire autant mal dans ces conversations conflictuelles dans nos couples, qui souvent tournent en boucle, parce que c'est souvent les mêmes conflits qui reviennent, et en fait, on reste piégé dedans. C'est parce qu'en fait, quand je perçois un danger, mon corps déclenche une réaction de survie. Cette réaction de survie, elle va automatiquement et physiologiquement déclencher le fait que le timbre de ma voix va changer, ma voix va devenir monocorde. Les micro-expressions de mon visage vont se raidir, donc en fait je vais avoir un visage qui va être de plus en plus lisse et j'exprimerai de moins en moins d'émotions. Et le muscle de mon tympan va fermer une partie du tympan pour diminuer ma capacité à entendre les fréquences qui sont sur le timbre de la voix et augmenter ma capacité à entendre les infrasons et les ultrasons. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on vivait dans les cavernes, quand il y avait des prédateurs qui venaient nous attaquer, soit ils faisaient des pas dans le sol, donc on avait besoin d'entendre les impacts, soit ils arrivaient du ciel, on avait besoin d'entendre les oiseaux. Donc en fait, notre corps, physiologiquement, il est dans un état de survie parce qu'il est en train de croire qu'il est face à un danger de mort. Et, parce que la nature est bien faite, ce processus de dérégulation, il se déclenche en chaîne. C'est-à-dire que si moi je perçois un danger, je vais avoir ces micro-expressions qui vont se modifier. Et parce que j'ai ces micro-expressions qui se modifient, toi qui es en face de moi, tu vas percevoir dans mon attitude le fait que tu es en danger. Donc du coup, effet de cascade en chaîne, toi aussi tu vas te fermer. Et de là, on se retrouve avec des systèmes nerveux qui se déclenchent et qui s'activent comme ça. Et en fait, la perception que moi j'ai déclenche la perception que toi tu as, et ça crée une boucle en fait d'auto-enchaînement. Ça a plein de conséquences physiologiques au niveau de la santé qui sont vraiment délétères parce qu'en fait, pour assurer la survie, c'est pas compliqué, il faut enlever toutes les fonctions qui ne sont pas essentielles et rassembler l'énergie du corps dans les fonctions qui sont vraiment vitales. Donc en fait, je peux courir très vite, je peux me battre très vite, je peux freeze, je peux me congeler sur moi-même, je peux fuir et je peux attaquer. Par contre, digérer, être créatif, dormir, me reposer, cicatriser, toutes les fonctions physiologiques qui sont essentielles au bon fonctionnement du corps humain, elles sont mises en pause. Donc en fait, si notre système nerveux ne réussit pas à se réguler régulièrement, si on se dérégule en permanence, en fait, ça a des conséquences sur notre santé qui peuvent potentiellement, à long terme, finir par être vraiment problématiques. Petite parenthèse, mais pour en revenir au sujet de base, qu'est-ce qui se passe dans une conversation et qu'est-ce qui se passe dans cette scène? En fait, ce qui se passe dans cette scène, c'est que le comportement de Théo déclenche une réaction primitive de survie chez Aurélie. La réaction primitive de survie chez Aurélie l'amène à devenir agressive.
Cette réaction agressive amène Théo à percevoir un danger et à rentrer en survie. Les deux systèmes nerveux s'activent. Plus personne ne peut s'entendre. Plus personne ne peut sentir que l'autre est son allié et son ami. On a deux personnes qui sont devenues instantanément des ennemis. La suite de la conversation, elle ne sert à rien. Physiologiquement, on ne pourra pas construire quelque chose de constructif dans la conversation à ce moment-là, tant qu'on n'aura pas réussi à se réguler mieux. Je ne sais pas si c'est interactif, en fait. On peut. Vas-y, on crée en temps réel. Je t'écoute. Par rapport à cette situation, alors je ne sais pas si Aurélie se sent en mode survie ou en danger, mais c'est surtout un manque de considération. Et pour moi, si le gars, enfin si la personne est systématiquement en retard, il y a un moment, il faut bien réagir et ne pas accepter une situation qui fait qu'on n'est pas considéré. Je ne sais pas si le fait de ne pas être considéré nous met en danger de manière inconsciente, mais c'est simplement du savoir-vivre. Enfin, en tout cas, par rapport à l'exemple que tu donnes. Alors, je ne sais pas s'il faut aller aussi loin dans quelque chose d'aussi banal, mais se respecter l'un et l'autre, c'est simplement, tu n'arrives pas 2 heures en retard à un rendez-vous. Et si tu le fais systématiquement, c'est peut-être pas à moi d'accepter une situation par rapport à tout un processus psychanalytique, psychologique. Bien sûr. C'est simplement, tu respectes le minimum. Alors là, il y a deux choses en fait dans ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il y a la partie rationnelle, c'est-à-dire de c'est irrespectueux. Ça c'est l'explication technique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on prend dans cette salle 10 personnes différentes et on leur fait vivre la même scène, en fonction de l'histoire de chaque personne et en fonction de comment la personne décode le danger, les réactions, elles vont être complètement différentes. Il y a des gens, ça ne va même pas les toucher. Ça va les énerver. Tu vois, genre, quand même, tu fais chier, machin. Mais ça ne va pas déclencher la réaction de survie dont je parle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a deux choses. Il y a le fait que l'acte, les faits, entre guillemets, ce que je disais, soient jugeables ou pas, mais ce n'est pas l'objet de ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Ce n'est pas l'objet de cet exemple. J'en ai pris un au hasard, je pourrais en prendre plein d'autres. Tu vois ce que je veux dire? C'était juste un exemple pour histoire de rentrer là-dedans avec une histoire plutôt que de rentrer dedans avec juste de la théorie abstraite. Ce que je veux dire par là, c'est que une chose, ça serait de dire voici ma limite. Donc ce qu'on appelle fixer des limites saines, c'est de dire voilà, moi ce comportement il n'est pas OK pour moi, donc en fait je te demande de faire des efforts pour, et en fait si tu ne les fais pas, eh ben, en fait il y aura des conséquences. Ça c'est une manière rationnelle de gérer la situation. Mais Aurélie elle ne peut pas faire ça. Aurélie en fait son système nerveux il se déclenche d'une telle manière qu'en fait elle ne peut pas dire quelque chose de constructif. La seule chose qu'elle peut faire c'est agresser l'autre. Parce qu'à ce moment-là c'est ça dont elle a besoin, elle, de manière automatique. Elle ne peut pas faire autrement. Tu ne penses pas que la plupart des gens trouveraient inacceptable que Théo arrive systématiquement en retard à ses rendez-vous? Enfin, il y a un moment, il faut bien remettre quelque chose. Enfin, il y a des codes en société pour vivre ensemble. On est obligé de s'obliger les uns les autres et de prendre en considération. Ce qu'il vient de dire, c'est qu'elle aurait pu simplement lui dire je n'avais pas fini ma phrase. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien des codes à respecter. Et si on prend, j'ai envie de dire, cette faiblesse d'être toujours à l'écoute en permanence, de savoir ce que... Enfin, finalement, il y a un moment où on accepte tout et n'importe quoi, non? Mais alors attends. Là, il y a un autre truc. Moi, dans l'exemple que je donne, j'ai absolument pas dit que c'était OK. J'ai absolument pas dit que c'était acceptable. Je ne parle pas de ça. Hein. Moi, je parle de la réaction du système nerveux. Je ne suis pas en train de juger la moralité de l'acte. En fait, on n'est pas en train d'avoir la même conversation. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu dis, voilà, on est en société, il faut qu'on se comporte de manière qui respecte tout le monde. Ça c'est ce que je te dis, c'est la partie rationnelle. Ça, c'est les faits. Mais en fait, le problème, c'est que si on aborde cette scène de cette manière-là, en fait, on ne va pas permettre de résoudre le conflit émotionnel qui est dessous, qui, lui, n'est pas lié au fait, il est lié à ce que ça me fait vivre. Il est lié au fait que moi, ça me donne la sensation que je ne compte pas pour toi. La blessure, elle est là, en fait. La blessure, elle est dans la souffrance que Aurélie vit de... en fait, j'ai l'impression de ne pas exister à tes yeux. Et en fait, si je n'existe pas à tes yeux, peut-être tu vas m'abandonner. Et si tu m'abandonnes, en fait, moi, je suis en danger. C'est ce danger-là que ça réveille chez elle. Et en fait, tant que Aurélie ne pourra pas nommer ça, et du coup, se décoller de « t'aurais dû m'appeler », tu vois, de vraiment pouvoir exprimer
son vécu intérieur. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'elle devrait l'accepter, qu'elle devrait être d'accord, que c'est... Non. Et alors, pardon, je termine, et après j'arrête. Je t'écoute, vas-y, je t'en prie. Donc, surtout sur ce même exemple, donc oui. Finalement, elle devrait faire quoi, Aurélie? Alors. Les amis, je pose la non, mais alors attends. Non, mais on peut partir de là. Non, il n'y a pas de problème. On peut partir de là. Pas de souci. Je te réponds. La première chose dont on a besoin, c'est de pouvoir identifier comment notre système nerveux réagit. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on n'arrive pas à avoir la conscience du fait que il y a 2 minutes, j'étais calme, et là, maintenant, en fait, j'ai complètement basculé dans un état où je ne suis plus calme du tout, et en fait, ce que je vais dire ne va pas être constructif, ni pour lui, ni pour moi. Tant que je n'ai pas la possibilité de pouvoir prendre conscience de ça, donc de pouvoir identifier qu'est-ce qui a été modifié à l'intérieur de moi, les marqueurs physiologiques, on les connaît, ils sont différents chez les gens, mais globalement, ça va être le fait que notre champ de vision se rétrécisse, le fait que notre palpitant augmente, on peut avoir des transpirations dans les mains, on peut avoir la température du corps qui augmente, on peut avoir tout à coup la volonté de vouloir faire mal à l'autre, on a systématiquement l'incapacité de pouvoir être curieux au fait d'écouter ce que l'autre est en train de nous dire. Il y a plein de marqueurs. Quand on peut identifier ça, la première chose qu'il faut faire pour pouvoir désarmer le conflit, et là je ne dis pas avoir raison, avoir tort, te faire payer, non. Je parle de désarmer l'affrontement. Moi c'est ça le sujet de cette conférence. C'est de m'arrêter en fait. Juste ça, de pouvoir retrouver la capacité à ne pas réagir. De arrêter cette réaction physiologique et de dire ok, là moi j'ai besoin de quelques minutes pour pouvoir me réguler. Et donc apprendre, attends, je finis de répondre à ta question, et donc apprendre pour soi-même et par soi-même les exercices et les compétences dont on a besoin pour pouvoir faire rebaisser le système nerveux. Et une fois que le système nerveux a pu s'apaiser, là, on va pouvoir engager la conversation. Et donc d'accepter que la personne arrive systématiquement. Pas du tout. Pas du tout. Non. Rien à voir. Non, c'est pas du tout accepter. Non, c'est qu'en fait, là, il faudrait presque que je puisse te faire l'exercice en temps réel. En fait, là, si je changeais le timbre de ma voix et que je me mettais à te crier dessus, physiologiquement, les phrases qui sortiraient de ma bouche, en fait, tu pourrais quasiment plus les entendre. Juste parce que ça aurait une conséquence sur comment tu vas percevoir ce qui se passe. Ce que je veux dire par là, c'est que le sujet pour moi n'est pas de savoir si le comportement de Théo est bon ou mauvais, acceptable ou inacceptable. Ce que je veux dire, c'est que si on veut que la situation elle se transforme et qu'elle évolue, il faut qu'on puisse trouver des manières d'aborder le problème d'une manière où notre système nerveux est capable d'être intelligent. Si notre système nerveux est en perception de survie, on n'est pas intelligent, on est en train de survivre. On n'a pas accès aux zones de notre cerveau dont on a besoin pour pouvoir se comprendre, pour pouvoir s'entendre, pour pouvoir s'écouter, pour pouvoir avoir de l'empathie envers l'autre, mais surtout envers soi-même. Parce qu'en fait, pour pouvoir désarmer ça, il faut que Aurélie puisse elle-même avoir de la tendresse pour elle-même, pour pouvoir dire « moi, ma limite, c'est ça. Moi, ce qui est supportable pour moi, c'est ça, et ça ne l'est pas. » Et pouvoir fixer réellement ce dont elle a besoin sans que ça devienne une agression pour l'autre. Et ça, c'est très difficile, ça s'apprend. C'est pas du tout facile à faire. C'est très simple quand on y pense, c'est de dire en fait ma limite, c'est pas de t'agresser, ma limite c'est de pouvoir être intègre avec moi-même, être en contact avec mon ressenti, me respecter moi-même, respecter mes propres limites et trouver des manières de te l'exprimer pour que tu puisses les comprendre et que ça te donne envie de les respecter. Mais tant que je suis en train de moi crier parce que j'ai l'impression que je vais mourir, parce que je perçois dans ton comportement un danger qui me donne vraiment envie de t'agresser, la scène elle tourne en rond. La scène elle tourne en rond. Et en fait, demain, ça sera un paquet de céréales, après-demain, ça sera le sac qui ne rentre pas dans la voiture pour partir en vacances. La semaine, les sujets ils vont changer, mais en fait, la scène émotionnelle sera la même. Est-ce que ça répond mieux à ta question ? Non, mais il n'y a pas de problème, moi je suis là pour répondre. Hein. Moi, les questions, c'est mon métier de répondre à des questions, ça me va bien. Du coup, si je rebondis là-dessus, à quoi ça ressemblerait, en fait, de sortir de ce genre de boucle ?
à quoi ça ressemblerait en fait de guérir nos blessures émotionnelles. Ça ressemble à un chemin. Ça ne ressemble pas à une solution toute faite. Ça ne ressemble pas à des recettes miracles. Ça ressemble à des petites micro-décisions que l'on retrouve la capacité d'avoir. C'est-à-dire que ça ressemble à la possibilité d'arrêter de réagir de manière automatique et spontanée et de pouvoir ressentir à l'intérieur de nous-mêmes, par nous-mêmes et pour nous-mêmes, ce qui est juste pour nous et ce dont on a besoin. Et ça, c'est des petits moments, c'est des petits instants, c'est des micro-évolutions. Pour ça, on a besoin de 3 compétences essentielles. La première, c'est la présence. Développer la capacité à être présent. On dirait que c'est simple comme ça. Être présent quand tout va bien, ça va. Être présent au milieu d'une tempête émotionnelle, ça devient beaucoup plus difficile. Donc comment faire pour développer la capacité de présence? La deuxième qualité qu'on aura besoin de faire grandir, c'est ce qu'on appelle l'accordage émotionnel. L'accordage émotionnel, c'est la capacité à être profondément en contact avec moi, c'est-à-dire ressentir moi, mon corps, qui je suis moi, et en même temps ressentir ce qui se passe chez toi, sans me perdre de moi. C'est-à-dire pouvoir ressentir ce que tu vis sans quitter ce que je vis, et de pouvoir rentrer dans un phénomène de résonance où du coup, je vais pouvoir rester curieux de ta vérité et tu vas pouvoir devenir curieux de la mienne. Parce qu'à ce moment-là, il y aura dans les conversations et dans les conflits que des réalités subjectives. L'idée même qu'il y ait une vérité objective n'existe pas. Et la difficulté, c'est qu'à ce moment-là, on va tous naturellement avoir tendance à être aveuglés par notre propre réalité parce que le cerveau n'est pas capable de faire autre chose. Donc à ce moment-là, développer la capacité à rester curieux de l'autre, à pouvoir rester en contact avec soi, tout en étant en état du coup d'empathie avec l'autre, ça c'est une compétence à travailler et à faire grandir dont on a réellement besoin. Et la partie suivante, la plus extrême, mais c'est la même chose mais version plus sportive, c'est la capacité de réparation. La capacité de réparation, c'est qu'est-ce qu'on va faire après un conflit. Et s'il devait y avoir un marqueur de qu'est-ce que c'est qu'une relation saine, à long terme, ça serait ça. Comment on gère la réparation? Dans l'atelier que j'organise du coup mercredi, on va travailler ça. On va voir concrètement comment on fait pour faire grandir notre capacité à être présent, comment faire pour faire grandir notre capacité à être en accordage émotionnel avec l'autre. Et la partie réparation, c'est plus difficile à faire en groupe, parce que c'est vraiment spécifique à nos histoires et ça demande une implication plus directe. Donc ça, je le propose dans le fait d'accompagner les gens individuellement. Là, toute la semaine où je suis là jusqu'à samedi, individuellement, je propose aux gens qui ont envie de développer cette compétence de faire des séances spécifiques là-dessus. Gratuitement? Gratuitement, oui, bien sûr. Oui, gratuitement. Je pense qu'en fait, la capacité à rentrer en résonance les uns avec les autres, la capacité à créer du lien, est une des choses les plus essentielles pour que le monde dans lequel on vit aille mieux. J'y crois très très fortement. C'est-à-dire que je pense que les liens qui nous unissent, la qualité de ces liens répond à un besoin fondamental de tous les êtres vivants d'être en lien. Et en fait, ce n'est pas parce qu'on se parle ou qu'on a des amis ou qu'on est en connexion que ces liens nous nourrissent. En fait, pour que les liens soient profondément nourrissants, pour qu'ils puissent répondre à nos besoins, et j'entends par nourrissant vraiment comme notre besoin de respirer, comme notre besoin de manger, comme notre besoin de boire, en fait. C'est des besoins physiologiques primitifs, fondamentaux, et c'est juste qu'en fait, on a globalement pas appris comment faire. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie d'aimer, on a envie d'être aimé, on a envie de compter dans les yeux de l'autre, on a envie de sentir qu'on a de la valeur et qu'on peut compter sur une relation, mais en fait, on ne sait pas comment développer les qualités et les compétences dont on a besoin pour que cette chose soit possible. Et c'est juste qu'en fait, on n'a pas d'espace dans lesquels apprendre ça. On n'apprend pas ça à l'école. Dans les familles, enfin moi, mes parents, ils m'ont appris exactement l'inverse de ça.
Donc comment on fait pour donner à l'autre la sensation d'être vu, d'être considéré, d'être accueilli tel qu'il est, sans se nier soi-même, sans être dans le fait d'accepter tout et n'importe quoi? Pas du tout. Dans le fait de se respecter profondément, d'être profondément intègre avec soi, et conscient et présent dans la possibilité d'être en lien avec l'autre. Et ça, c'est des petits pas, en fait, c'est des petits moments, en fait, de transformation. Et c'est profondément nourrissant, en fait. Ça nous guérit à des endroits qu'on ne pourra jamais guérir, même en thérapie tout seul, en fait. Il y a des endroits dans notre psyché et dans nos besoins relationnels qui ne peuvent être guéris que dans la connexion et dans l'interaction. Et, en même temps, c'est précisément dans les connexions et les interactions vulnérables que l'on prend le plus le risque de se faire mal. Donc là, il y a vraiment une grande difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on sait que c'est à cet endroit-là que c'est le plus douloureux, et en même temps, il n'y a qu'en allant à cet endroit-là qu'on va réellement pouvoir répondre à nos besoins les plus fondamentaux. Donc c'est un peu chaud, quoi. Oui. J'aimerais bien savoir quelle est votre technique. Quelle est ma technique? Ah, mes outils? Oui. Alors ça, on va voir ça en atelier. Les outils, en fait, il y a... on va explorer une palette de choses qu'on peut faire pour développer la présence. Donc il y a, si j'en cite quelques-uns comme ça à la volée, il y a des différentes méthodes, différentes formes de méditation, différentes formes de respiration, différentes formes de conscientisation du corps, différentes formes de reconnaissance des marqueurs physiologiques dans le corps. Ça, c'est les plus simples, c'est ceux que je vais proposer dans l'atelier parce que ceux-là, on peut les faire en groupe, ils sont faciles. Après, en individuel, il y a d'autres choses qui sont plus spécifiques. En fait, il faut trouver les outils qui nous correspondent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. La recherche scientifique a vraiment balayé large là-dessus. Donc, il y a plein d'outils et il n'y aura pas un bon outil universel. Il y aura vraiment, faut essayer, il faut voir qu'est-ce qui vous parle et qu'est-ce qui va fonctionner pour vous. Et ensuite, dans les qualités d'accordage émotionnel, là, ça va être de travailler les différentes facettes de qu'est-ce que ça veut dire écouter. Et là, il y a plein de choses. Il y a qu'est-ce qui se passe dans mon mental, qu'est-ce qui se passe dans mes émotions, qu'est-ce qui se passe dans mon énergie, qu'est-ce qui se passe dans mon ressenti corporel, comment je fais pour rester présent, est-ce que je suis en train de, moi, rentrer dans du jugement, de la projection, de l'accusation, enfin, réussir à améliorer la capacité de conscience autour de ça, pour pouvoir maintenir le lien avec l'autre. Et ensuite, dans la partie réparation, là, c'est vraiment beaucoup plus spécifique à chacun. Mais ça va être comment, si je devais le résumer en une phrase, comment voir le rôle que l'on joue dans la scène. Nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est en train de jouer en nous? Qu'est-ce qu'on est en train de jouer avec l'autre? Donc, quel besoin profond, à quel besoin profond ça répond à l'intérieur de moi? Ce conflit, parce qu'en fait, ce conflit, il n'existe pas pour rien. En fait, il est en train de faire quelque chose. C'est juste qu'on n'arrive pas du tout à voir quoi. Et qu'est-ce que je suis en train de jouer dans le scénario de l'autre? Pour mettre en conscience ça, et en fait, une fois qu'on a pu faire émerger de la conscience dans les scénarios sous-jacents, ce qu'on appelle ce qui est caché sous la table, là, on va pouvoir prendre des décisions différentes pour modifier les comportements et du coup faire différemment et sortir des boucles d'agression et de souffrance dans lesquelles on tombe. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Quelles sont vos références théoriques? Les références théoriques. Oui, parce que c'est un modèle neurobiologique. Alors, pour la théorie polyvagale, la personne qui m'inspire le plus s'appelle Stephen Borges. C'est un Américain, c'est lui qui a écrit la théorie et c'est pour moi la personne qui est la plus fascinante sur cette question-là. Sur les styles d'attachement, il y en a plusieurs. Owen Heller, c'était celle que j'étais en train de relire cet après-midi. Mais ça, si vous voulez des références, on se croisera après. Je vous les donnerai avec plaisir. Là, je vais pas... Avec plaisir, bien sûr. Bowlby. Pardon? Ouais. Oui. J'ai une question sur le processus. C'est dans la phase de processus de réparation. Oui. Je me dis que la tentation pourrait être de le réfléchir de façon rationnelle.
C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai dit de trop, qu'est-ce que, etc. Je sais que mon ou ma partenaire est sensible à telle et telle chose, et donc, etc. Il pourrait y avoir une approche rationnelle. Oui. Je pense que vous allez nous parler d'un autre niveau qui serait, qui prendrait plus directement en compte, plus spontanément en compte les aspects émotionnels, plutôt que de traiter les aspects émotionnels par la rationalité. Alors en fait, il y a besoin des deux. Il y a besoin des deux. En fait, le processus de conscientisation, ça va être de pouvoir faire réémerger des choses enfouies vers la sphère consciente. C'est-à-dire qu'en fait, ces émotions qui jaillissent et qui nous saisissent, en fait, sont des choses qui ne sont pas encore accessibles par notre sphère consciente. Donc en fait, on va faire les deux. C'est-à-dire que, dans un premier temps, le piège, ça serait de chercher rationnellement, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire, mais non, mais si j'ai fait ça, ah mais non, mais si je fais ça, là, ça ne marche pas et tout. Parce qu'en fait, quand on est en train de faire ça, on est absorbé à l'intérieur de nous-mêmes, en train de penser à nous-mêmes, à ce qu'on a fait nous. Alors qu'en fait, à ce moment-là, la souffrance vécue par l'autre, pour qu'elle puisse se désamorcer, elle a très potentiellement besoin de pouvoir être accueillie par l'autre. Ce que je veux dire par là, c'est que plutôt que de dire « je suis désolé d'être arrivé en retard, j'aurais dû t'appeler », ça serait de dire « ah oui ma chérie, je sens à l'intérieur de toi à quel point en fait ça te donne cette sensation absolument douloureuse dans le torse, une espèce d'oppression, d'abandon qui te rend triste et je suis vraiment désolé de te faire vivre ça. » Quel boulot. Ça fait quelques années que je suis dessus. Ça fait quelques années qu'on essaye. Oui. Eh oui, c'est pas facile. On ne va pas dire que c'est facile. C'est pas facile. Alors moi, je me rappelle, j'ai vu un ex qui s'était en colère, et puis il me dit mais je n'aime pas être dans cet état, ça me fait du mal. Et je me dis, mais ça me fait une belle jambe. Mais voilà, et voilà. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Oui, mais alors en même temps, non, quand tu dis être capable de dire je sens la douleur dans ton torse, alors oui, là au moins il aurait parlé de moi, il aurait parlé de lui. Non, mais là, je fais un trait caricatural. Mais en fait, le principe de la connexion, c'est la connexion. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le lien qui compte. Il y a une Américaine qui est spécialisée sur le traitement du trauma qui s'appelle Baya Voce, que j'aime beaucoup, qui explique justement des choses précises sur la réparation. Et elle dit, ça m'aide d'imaginer que l'autre est une sorte d'alien, comme une autre créature d'une autre espèce, en fait. Elle me dit, je mets mes lunettes comme ça d'alien et je regarde l'autre en disant, ah bon, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Ah mais toi, ça te fait réagir? Ah bon, je comprends pas, moi ça me fait pas du tout réagir, mais d'imaginer que l'autre, c'est une autre espèce, en fait. Tellement que l'autre est différent. Et ça nous permet de cultiver une forme de curiosité, comme si en fait on ne connaissait pas du tout le vécu que l'autre est en train d'avoir. Tellement qu'on est aveuglé par notre propre vécu, parce qu'en fait la souffrance nous amène à nous auto-centrer sur nos propres perceptions. Ça aussi c'est une réaction physiologique normale du cerveau, c'est pas la peine de s'auto-flageller avec ça. En fait on fait ça spontanément. C'est ne pas faire ça qui est difficile. Donc c'est entre guillemets normal, c'est pas forcément bienvenu mais c'est normal. Et du coup, c'est très difficile de réussir. Je comprends tout à fait la remarque de ce monsieur qui dit « je suis en colère ». Ah ouais, c'est très très désagréable. Bah oui, en fait, il aimerait bien ne pas être comme ça. Mais en fait, en plus de ça, il est en train de potentiellement ne pas faire du bien à la partenaire en face. Donc du coup, la partenaire en face, elle dit « attends, non seulement tu m'agresses, mais en plus de ça, tu te plains. Bon. Ça fait un peu too much. Mais c'est très parlant, en fait, comme exemple. C'est très vrai. C'est très vrai. Et la difficulté, c'est comment on va réussir à sortir de nos propres boucles de souffrance intérieure, parce qu'en fait, quand on est dans ces états-là, on est incapable de vivre de l'empathie pour l'autre. C'est physiologiquement impossible. Les zones du cerveau dont on a besoin pour le faire ne sont pas accessibles. Donc en fait, ça ne marche pas.
concrètement, comment ça se passe? Ça se passe... Alors oui, voilà, très bonne réponse. Je sais pas si je vais embaucher l'assistante. Concrètement, comment ça se passe? Alors oui, ça, on le verra dans l'atelier. Dans la vraie vie, comment ça se passe? Ça se passe, en général, il y a de très bonnes intentions. Les gens que j'accompagne, on leur donne des cadres très précis, avec des étapes très précises pour identifier comment on va aborder une conversation et comment on va se dépatouiller en zone de conflit. Et en général, c'est bordélique. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive avec de bonnes intentions, on essaye de faire bien, on y arrive plus ou moins, et puis au bout d'un moment, le système nerveux il part quand même en vrille, et du coup, ben, voilà. Et puis la fois d'après, c'est un peu mieux. Et puis la fois d'après, c'est un peu mieux. Et en fait, l'erreur, ça serait de croire que parce que là, on est en train d'en discuter et qu'en fait, je peux vous expliquer très précisément d'un point de vue théorique, ok, il faut faire ça, comme ça, comme ça, comme ça, tel timbre de voix, machin et tout, c'est de se dire, ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris, ouais, c'est cool, 1, 2, 3, 4, je rentre chez moi, tac. Et en fait, vous allez voir quand vous allez essayer, c'est un processus itératif. Donc en fait, c'est des petites touches, c'est des toutes petites avancées les unes après les autres. Et si j'avais un seul conseil à donner, c'est le fait de s'octroyer à soi-même de la compassion. Je pense que ça serait vraiment le seul conseil que je pourrais donner de manière universelle, c'est de dire, tout à l'heure je vous parlais de réaction de survie. C'est réellement ça qui se passe, biologiquement dans le corps. C'est pas rien la survie. En fait, ça déclenche à l'intérieur de nous des douleurs qui sont hyper intenses, pour de vrai. C'est pas juste ouais, il a dit ça comme ça, elle m'a regardé comme ça, je me suis senti jugé, ouais, ça va, c'est pas grave. Non, en fait, le sujet, c'est pas comment elle m'a regardé, c'est qu'en fait, ça peut déclencher chez moi une intensité de souffrance qui est énorme. Et c'est pas de notre faute. L'erreur, c'est de dire oui, typiquement, ça, c'est l'excuse qui n'en est pas une. Oh, tu l'as mal pris, ou oh, tu es un peu trop sensible, oh, ça va, c'est pas grave. Tu vois, ce genre de commentaires qui en général enveniment encore plus la scène et créent encore plus de douleur. Ce que je veux dire, c'est que en fait, la souffrance qu'on vit dans ces scènes, elle est vraiment, vraiment douloureuse. Et je pense que la première chose utile, c'est de s'en souvenir et de se dire, en fait, j'ai besoin d'avoir de la compassion pour moi-même et j'ai besoin d'avoir de la compassion pour l'autre aussi qui est en train de souffrir différemment, mais c'est pas de la même chose, mais pas loin, pour arrêter d'avoir des attentes irréelles. C'est-à-dire qu'en fait, non, on n'arrivera pas à sortir d'un conflit intense instantanément juste parce qu'on a lu un bouquin, c'est pas vrai. En fait, ça va demander du travail, de l'investissement et d'y revenir, mais ça marche. Ça marche vraiment. Il y a un truc qui se passe pour la parole. Bien sûr. Il y a un truc qui se passe aussi des fois, c'est quand l'autre arrive à être hyperactivé dans une discussion qui est censée être constructive. Ouais. J'ai ça l'expérience, c'est plus facile d'appuyer sur l'expérience personnelle, qui s'active très très fort, et là c'est stop parce que c'est plus constructif. On vient démesurer, en fait, on vient plus du tout l'ami ou la copine, on vient quelqu'un d'autre qui veut savoir et on est inversement. Moi je le fais bien, et une chose qui m'a beaucoup aidé, c'est de dire c'est pas constructif, je suis en attente de la discussion et je donne une pièce et on commence à compter, mais pour celui qui est activé, c'est insupportable. Et c'est là où moi je ne sais pas comment est-ce qu'on peut parler à quelqu'un. Très bonne question. Voilà, alors très bonne question. C'est une excellente question. La réaction de dire « ok, là il faut une pause », c'est la bonne réaction. Parce qu'en fait, rien de constructif ne va se produire dans cette conversation si on la continue à ce moment-là. Donc il faut faire baisser la pression. Maintenant, en fonction du style d'attachement de la personne qu'on a en face de nous, ça peut déclencher chez l'autre encore plus de souffrance. Voilà. Donc là, il y a deux styles de situations qui sont différentes. On a globalement deux familles, on a les évitants et on a les anxieux. Ceux pour qui ça va être la fin du monde, c'est les anxieux. Là, pour eux, quitter la conversation à ce moment-là, c'est impensable. Mais quand je dis impensable, c'est même impossible. C'est-à-dire que c'est vraiment, si tu t'éloignes de quelques mètres, ça déclenche physiologiquement dans le corps de l'autre, limite de la panique. Vraiment, c'est horrible. Là, ce qui va être constructif, ça va être de pouvoir dire à l'autre quand on va reprendre. C'est-à-dire qu'en fait, le cerveau a besoin d'avoir une information précise. C'est là, tout de suite, maintenant, moi,
j'ai dépassé ma fenêtre de ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance, c'est-à-dire ma capacité à processer l'émotion qui est en train d'être vécue. Donc ça ne sert à rien, je suis... Voilà, et toi aussi. Donc, là, moi, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin qu'on fasse ça, mais cette conversation, elle a de la valeur pour moi, et du coup, je te propose qu'on reprenne cette conversation dans 5 minutes, 10 minutes, une journée, ou dans un autre contexte, ou ailleurs, ou avec un intervenant, ou dans une autre situation, mais de définir à ce moment-là quelles vont être les conditions de la reprise. Pour la personne qui, au contraire, est évitante, elle, au contraire, ça va plutôt être un soulagement pour elle. De dire « ouais, bah, c'est bon, on arrête. Ouais, c'est bon, c'est cool, j'avais piscine, je me casse. » Voilà. Mais la situation dans laquelle c'est l'anxieux qui dit à l'évitant « j'ai besoin d'une pause, on revient plus tard », c'est très rare. Ou alors c'est que l'anxieux il a fait beaucoup de travail sur lui et qui sait que, bon, s'il insiste, ça va pas être bien, mais quand même il a très envie de le faire. Donc à ce moment-là, le travail le plus constructif, ça serait que ça puisse être l'évitant qui prenne conscience du fait que si, en fait, il y a besoin de ne pas abandonner ça, c'est juste que ce n'est pas maintenant qu'il faut le faire. Par expérience, c'est plutôt les femmes les anxieuses et les hommes les évitants. En statistique, oui. Excusez-moi, merci. L'étape suivante, pour moi, par exemple, peut-être pour d'autres, c'est de pouvoir déterminer quel autre est-ce que je suis en termes d'anxieux et évitant. Tu vas en parler à l'atelier, c'est ça? On va en parler à l'atelier. Ma compagne est en train de fabriquer un quiz interactif pour déterminer à la fois le pattern d'attachement et à la fois le type de réaction polyvagale. C'est-à-dire que là, j'ai fait une vulgarisation énorme de comment fonctionnent ces réactions nerveuses. Mais en fait, là aussi, dans les réactions nerveuses, on a des types de réactions qui ne sont pas les mêmes en fonction de voilà, comment le nerf fonctionne. Et ça aussi, c'est hyper intéressant de le savoir. Et le quiz, tu en parles parce qu'on pourra en parler le soir ou il est accessible ou... Eh ben, je vais lui envoyer un message ce soir pour lui demander s'il est accessible, parce qu'il est quasiment fini, mais je ne sais pas s'il est accessible. Mais sinon, de toute façon, je trouverai une manière de vous l'envoyer. Mais de toute façon, si l'atelier, moi j'ai prévu des outils que je voudrais partager avec vous, mais après, s'il y a des demandes, alors sinon on peut le faire en individuel si ça t'intéresse aussi, c'est possible. Mais s'il y a des demandes dans l'atelier autres, de dire bah, comment on fait pour déterminer ça, on peut faire autre chose. Moi je suis ouvert à toute proposition, il n'y a pas de... Ça marche, merci. Avec plaisir. Son Instagram aussi, c'est JV, c'est ça? Ouais. JV et un V, J et un V et mieux. JEV, mieux. Mais ça, vous pouvez le retrouver sur la vidéo qu'on a postée sur YouTube, on a mis le lien dessus. Oui. Est-ce que juste une petite question? Oui. En fait, si la personne n'est pas dans la même démarche... Ah, je l'attendais cette question. En fait, qu'on la reprenne plus tard, qu'on la fasse maintenant, si elle n'est pas dans la même démarche, il n'y a pas de solution. Question très complexe. On va élargir un tout petit peu pour voir ça. Et moi aussi, alors j'ai une question. La personne qui est évitant, elle va dire on reprend demain midi, Ouais. par exemple. Ouais. Mais si c'est Théo, Ouais. qu'il n'arrive pas à midi, qu'est-ce qu'on fait là? Ah ben, rebelote. Non mais la scène est réelle, hein. La scène que tu racontes, elle est réelle. C'est d'ailleurs la scène. En fait, ce qu'il faut la difficulté. La difficulté, c'est une autre compétence à développer, c'est notre capacité de tolérance à l'inconfort. À l'inconfort. L'exemple de ça, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un bain froid, un bain glacé. Voilà. La première fois qu'on rentre dans un bain glacé, notre corps, il est en panique. Je vais mourir, c'est horrible, c'est horrible. On reste 3 secondes, c'est un enfer, on sort, on a mal partout, on a vu toute sa vie défiler devant soi. Au bout d'un moment, à force de le pratiquer, on peut réussir à respirer à l'intérieur, on peut réussir à s'acclimater, et en fait, on peut même réussir à être calme dedans. Donc en fait, la compétence à développer, c'est comment réussir à rester régulé et à retrouver son calme alors qu'on est dans une situation qui est très inconfortable et très douloureuse. C'est ça qui fait que Théo arrive en retard. Théo, il n'arrive pas en retard parce que sa montre, elle n'est pas à l'heure. Il arrive en retard parce qu'en fait, la scène, elle est tellement douloureuse que le cerveau, il crée des stratégies pour la fuir. Donc en fait, si on continue à regarder le problème de l'horaire, on ne va pas réussir à voir
qu'en fait, notre cerveau, il est physiologiquement câblé pour éviter ce qui est inconfortable et répéter ce qui est confortable. On fait tous ça, pas dans les mêmes proportions. Il y a des gens qui le font beaucoup plus que d'autres. Mais oui, développer ce genre de compétences relationnelles alors qu'on est en zone de conflit, ça ne va pas être confortable. Et en fait, c'est la prise de conscience de ça en fait, qui amène à se dire, OK, en fait, qu'est-ce que je veux vraiment? Et pour, du coup, passer de cette question à celle-là, qu'est-ce que je veux vraiment? C'est qu'à ce moment-là, on est à un endroit qui est très, très, très délicat, qui est... Ah tiens, je vais l'aborder autrement. Je vais répondre à la question différemment. Il y a une mauvaise compréhension en France, je trouve, sur qu'est-ce que c'est qu'une limite saine. On a souvent tendance à croire qu'en fait, une limite saine, c'est de dire à l'autre ce qu'il ne peut plus faire ou comment il devrait faire, en disant « ça, pour moi, c'est insupportable. Donc, en fait, je voudrais que tu fasses ça. » Et en fait, ça peut marcher, mais en général, ça ne marche pas très bien et surtout, ça ne nous apaise pas, nous, à l'intérieur. L'autre définition de la limite saine, je l'apprends justement à la psychologue, neuropsychologue dont je vous parlais tout à l'heure, Baya Voce, elle disait « La limite saine, en fait, n'implique absolument pas que l'autre change un comportement. Ça implique le fait que moi, je me donne à moi-même ce dont j'ai besoin pour me respecter moi-même. » C'est très délicat et c'est très fin. Je vais essayer de le résumer rapidement parce que ça pourrait être une conférence entière, juste ça. C'est alors, si la personne en face ne comprend pas qu'elle le puisse ou qu'elle ne le veuille pas, donc le pourquoi elle ne le comprend pas, je ne vais pas rentrer dedans, ça aussi c'est une autre conférence. Mais la personne en face, à répétition, en fait, elle ne peut pas prendre, je vais le dire comme ça, elle ne peut pas prendre en considération mon besoin. Je suis face à un dilemme qui est, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, si cette personne-là ne peut pas répondre à mon besoin, pourquoi je continue à tolérer ça? Donc en fait, ça nous amène à des endroits qui sont très délicats, qui peuvent nous amener à se poser la question de qu'est-ce que cette relation m'apporte et qu'est-ce qu'elle ne m'apporte pas et pourquoi je tolère cette chose-là alors qu'en fait, il y a des choses qui me manquent. Et qu'est-ce que cette tolérance dit de moi? C'est pour ça que je dis c'est très fin comme endroit et on ne se connaît pas. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça en conférence parce que c'est des endroits qui sont très sensibles. Et en fait, moi, je ne connais pas l'histoire et en fait, ça serait très inapproprié de rentrer dans des endroits où en fait, on pourrait se faire mal. Donc j'essaye de donner une information globale pour dire, en fait, cet endroit, il est très sensible parce qu'en fait, la difficulté qu'on a à poser des limites dit aussi de nous des endroits où on a du mal à aller parce qu'en fait, si on posait cette limite, ça nous amènerait à voir une souffrance qu'on a. Et que cette souffrance, en fait, elle est très douloureuse et que du coup, pour éviter d'y aller, on va éviter cet affrontement-là avec la personne qui est en face. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut tolérer ce que la personne fait. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, il y a deux dynamiques à cet endroit-là. Il y a est-ce que cette personne répond à mon besoin réellement, est-ce que j'ai envie de rester avec elle ou pas? Et il y a qu'est-ce que cette scène dit de moi et me permet de voir à l'intérieur de moi-même. Il y a les deux dynamiques en fait. Tu peux redonner le nom de la psychologue? Baya Voce. Ouais, c'est le courant autour de, je ne sais pas si vous connaissez Esther Perel. C'est une psychologue spécialisée dans les relations aussi. C'est pour moi une des meilleures thérapeutes de couple. Esther Perel. Elle est absolument fascinante. Et en plus, elle parle français, ce qui est très rare. Parce que là, toutes les personnes que je vous cite, malheureusement, globalement, c'est que des Américains ou des anglophones. Je n'ai pas beaucoup de références françaises. À part cette dame-là qui, je trouve, être israélo-américaine et du coup, elle parle français. Bon. On verra ça plus tard. Je suis très mauvais en orthographe, mais je pourrais vous le montrer. On l'écrira, je vous le trouverai sur le téléphone. Dans le cas d'Aurélie et Théo, oui. Un exemple de limite saine, c'est pas Aurélie qui dit à Théo, bon, c'est plus possible que tu arrives en temps en retard, il faut qu'on trouve un moyen que tu n'aies pas tous ces retards. Ce serait pas ça. La limite saine, ça serait de dire... Il ne s'agit pas que Théo change de comportement
Alors, le sujet n'est pas le fait que Théo change ou pas son comportement. Le sujet est que Aurélie réussisse à s'autoriser à elle-même de dire ce dont elle a besoin par rapport à elle-même pour se respecter dans l'émotion qu'elle est en train de vivre. C'est-à-dire de pouvoir oser s'exposer en vulnérabilité. Ce qui amène Aurélie à agresser Théo, c'est le fait que de dire comment elle se sent, ça serait prendre un trop grand risque, parce qu'à ce moment-là, si Théo n'arrive pas à l'accueillir dans son émotion, en fait, ça la blesserait encore plus. Donc en fait, la vulnérabilité, c'est un endroit auquel on a réellement besoin d'aller pour pouvoir créer de la confiance et des relations nourrissantes, et en même temps, c'est l'endroit le plus douloureux où on peut potentiellement se faire le plus mal. Donc la question deviendrait comment faire pour créer un climat de sécurité dans leur interaction qui, progressivement, permettrait à Aurélie de pouvoir exprimer les émotions qu'elle est en train de vivre pour que potentiellement Théo puisse, par empathie, ressentir et accueillir les émotions qu'elle est en train de vivre. Ce phénomène d'empathie va permettre de recréer une connexion mentale, émotionnelle et énergétique sur un plan vibratoire. Et c'est cette reconnexion-là qui va permettre à Théo de réaliser l'impact qu'il a sur elle. C'est pour ça que je dis le sujet, ce n'est pas les faits, c'est l'effet. C'est qu'en fait, à partir du moment où je peux réellement ressentir l'impact que j'ai sur toi, parce que j'ai réussi à sortir de mon propre aveuglement, si je t'aime vraiment, il y a quelque chose dans mon corps, dans mon ventre qui va avoir envie de prendre soin de toi, et du coup, mon comportement il va changer parce que c'est en fait, c'est ce que j'appelle de l'égoïsme intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être dans mon intérêt de modifier mon comportement parce qu'en fait, je n'ai plus envie de vivre ça avec toi. Mais en fait, je ne peux pas accéder à cette forme d'intelligence tant que mon système nerveux est en train de se défendre. Tant que mon système nerveux est en train de se défendre, je vais me justifier, m'excuser, dire que ce n'est pas ma faute, minimiser, fuir, contre-attaquer, enfin, toutes les réactions qui sont en fait des réactions, qui ne sont pas volontairement conscientisées. Est-ce que le gros du travail, ce ne serait pas... parce que ce qu'on entend, enfin en tout cas moi ce que j'entends là, c'est que tout ça c'est une accumulation. Bien sûr. Et que est-ce que le gros du travail, ça ne serait pas justement quand la chose est minime, déjà pouvoir être extrêmement sensible à ce que, enfin, je vais dire sensible à ce que je ressens, pouvoir tout de suite énoncer. Parce que très souvent, il peut y avoir tendance à mettre sous le tapis en se disant bon, c'est pas grave, je ne vais pas faire un gâteau là-dessus. Je ne vais pas en faire un cake, enfin, etc., etc. Et puis, ça s'accumule. Je pense que le temps que prend cette accumulation doit être probablement égal au temps que prend la progression de la récupération de cette situation. Grosso modo, enfin, je ne sais pas, j'exagère peut-être, mais en tout cas, j'entends bien que le processus que vous proposez il ne peut être que progressif. Voilà. Et je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec ce temps d'accumulation qui aurait dû servir à ça, avant qu'on arrive à une situation explosive. Mais la question que j'ai trouvée vraiment intéressante, c'est dommage que vous avez les cheveux, c'est qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Qu'est-ce que je veux? Et puis après, qu'est-ce que je veux vraiment? Et alors, si c'est en plus dans le couple, qu'est-ce que je veux? Ou dans une relation, qu'est-ce que je veux? Bon, enfin voilà, c'est la réflexion. C'est vrai, et en même temps, il faudrait mettre plus de complexité dedans pour que ça puisse être utilisable. Ce que je veux dire par là, c'est que en fonction de nos styles d'attachement et en fonction de nos réactions polyvagales, ça ne va pas être la même chose pour tout le monde. L'anxieux, il va naturellement avoir envie de détricoter chaque scène tout le temps en permanence, de suranalyser, de surdécortiquer, de non mais attends mais il s'est passé ça, mais qu'est-ce que tu as fait, mais machin. Il lâche jamais l'affaire. Il est tout le temps en train de lire des bouquins, d'aller chercher des podcasts, d'aller en thérapie, de trouver des... J'exagère le trait, mais son chemin à lui, de guérison intérieure, ça va être d'apprendre
à se tranquilliser, à ne pas surréagir, à ne pas surinterpréter, à ne pas faire de chaque petite chose quelque chose d'énorme. Donc lui, son travail, ça va être d'apprendre à, au contraire, laisser les choses glisser un peu plus. Donc potentiellement, se dire, ok, ça, c'était pas grave. L'évitant, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il va plutôt avoir tendance à dire, ouais, non, mais ça va, je te prends. Ouais, non, mais t'inquiète pas, mais ça va, on est bien, pourquoi t'en fais un foin, enfin... Donc lui, son chemin à lui d'évolution et de guérison, ça va être d'apprendre à faire ce que vous dites, c'est-à-dire à conscientiser, de dire « Ah oui, alors attends, là t'es venu, tu m'as parlé, moi j'étais en train de faire la vaisselle, t'as mis ta main sur mon épaule, j'ai pas réagi, en fait tu t'es senti pas considéré et au bout d'un moment t'es parti, et en fait, ben ouais, j'ai pas répondu à... comment ça s'appelle en français ? En anglais, c'est a bid for connection, c'est en fait je mise une interaction, c'est-à-dire je viens vers toi pour demander une interaction. Et en fait, chaque fois que tu ne réponds pas à ma demande, en fait, j'ai la sensation que je ne compte pas pour toi. Tu vois ? L'évitant, il va avoir tendance à ne pas répondre aux demandes de l'anxieux. Donc, le chemin de l'évitant, ça va être l'inverse. Ça va être de progressivement se dire « Ah oui, ok, en fait, là, je n'ai pas répondu à ta demande, et en fait, ça t'a fait vivre ça. Ah, ok. » Sans en faire une montagne. Mais en fait, juste de pouvoir mettre de la conscience sur le fait que l'autre a vécu ça et de pouvoir permettre à l'autre de sentir que tu l'as senti. C'est-à-dire que la compassion, c'est le besoin de se sentir ressenti. Donc, tu vois, c'est pas... en fonction de nos éducations, et pareil pour les types de réactions nerveuses, en fait, en fonction de là où on est, c'est pour ça qu'après, c'est pour ça que je disais que la réparation, on peut le faire entre guillemets que en individuel, parce que ça va dépendre de chaque personne pour voir. En gros, on a tous des formes de déséquilibre qui sont liées à comment on a construit nos styles d'attachement, qui sont des réactions à ce dont on a manqué, globalement. Le chemin, ça va être de chercher un rééquilibrage. Donc, d'être moins extrême dans une réaction pour aller plus vers quelque chose de tempéré. Et la personne qui est dans l'extrême inverse, eh ben, dans l'autre sens. Donc, tu dis le besoin de se sentir ressenti. Oui. Par des évitants ou... Tout le monde. Tous les mammifères. Est-ce que dans un couple, on peut avoir deux évitants, par exemple? Oui. Oui. C'est moins fréquent, mais oui. Deux anxieux, c'est la guerre thermonucléaire en permanence. et deux évitants, c'est plus rare. Ouais. 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 Qu'est-ce qu'il en est de l'empathie de l'évitant son empathie, est-ce qu'elle est déficiente ou puisqu'elle veut Très bonne question. Parfois, elle ne veut pas ressentir qu'il y a de la haine. Il y a de la haine à ne pas répondre à l'autre quand même. Et cette haine, elle est l'impression qu'elle est complètement inconsciente, quoi. Alors c'est une très très bonne question. Elle est très fine et elle est très complexe. La psychologie de l'évitant, c'est... Déjà, c'est trompeur. Parce qu'en fait, ce que ça donne à voir n'est pas ce que ça vit à l'intérieur. Déjà. Première chose, c'est que c'est ça qui fait que souvent, à premier abord, on se plante complètement sur la compréhension de qu'est-ce qu'un évitant est en train de vivre. C'est qu'en fait, on pourrait croire qu'il est indifférent, qu'il s'en fout, qu'il est détaché, que pour lui ça compte pas, que l'autre ne compte pas non plus, qu'il pourrait très bien s'en passer. D'ailleurs, la personne, elle pourrait partir, ça lui ferait rien. La réalité vécue à l'intérieur, souvent, elle est très très différente. Et en fonction des patterns, il y a plusieurs... En fait, il y a plein de... C'est toujours pareil. Là, on fait de la vulgarisation. Il n'y a pas un évitant, il y a plein de types d'évitants qui sont construits pour des raisons différentes. Si je prends un exemple, par exemple, c'est le perfectionniste. L'évitant perfectionniste, c'est quelqu'un qui va avoir à l'intérieur de lui-même un pattern de honte récurrent. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout le temps dans un schéma dans lequel comment il est, c'est jamais assez bien. Donc c'est cette difficulté d'auto-appréciation de lui-même qui l'amène à avoir peur que l'autre le rejette parce que comment il va être, c'est pas assez bien. Donc du coup, il va donner à l'autre l'information que c'est pas la peine qu'il s'attache vraiment parce qu'en fait, quelque part, limite, il ne le mérite pas. Et ce manque de tendresse et ce manque d'empathie et ce manque de compassion envers lui-même l'amène à être handicapé dans sa capacité à avoir de la compassion et de l'empathie pour l'autre.
Donc, tu vois, c'est un exemple. Il peut y en avoir plusieurs, mais... Ouais. Je disais qu'en fait, le manque d'appréciation et de compassion qu'il va avoir pour lui-même, l'évitant, l'empêche d'avoir cette forme de compassion et d'appréciation de l'autre. En fait, il est handicapé par sa propre incapacité intérieure. Ouais, ça rejoint un peu les diagrammes. Il y a différentes typologies. Tu connais les diagrammes? Pas spécifiquement. Ok. Alors, pour finir, vas-y. Il n'a pas cette empathie, mais il n'a pas cette empathie. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un mouvement de haine de ça, parce que l'autre, il va recevoir ça, donc il ne peut pas se mettre à la place de l'autre, il ne peut pas avoir conscience de son agressivité, en fait. C'est un peu ça. Ah oui, ok, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Excuse-moi, j'avais mal compris la question. Oui, il a du mal à percevoir comment son comportement va faire vivre à l'autre une forme d'agressivité latente, une forme de rejet latent, et que l'autre peut vivre comme de la violence. Oui. Oui. Alors, ça peut être ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Là, elle parle de quelque chose de très spécifique, c'est que, en fait, cette forme de froideur que l'évitant va avoir, dans laquelle, en fait, il se referme. C'est-à-dire que, vous savez, c'est cette sensation de... On est en train de parler avec quelqu'un, et puis tout à coup, la personne, elle se ferme. C'est au niveau du visage et tout ça. Elle est encore là, physiquement, mais on a l'impression qu'elle n'est plus là. On a l'impression qu'elle a carrément quitté le bâtiment, en fait. Elle est plus là du tout. Et c'est une forme de fuite intérieure, en fait. Et l'évitant, il ne se rend pas compte de l'impact que ça peut avoir sur les autres. Et en plus de ça, l'évitant, il est très fortement agacé et oppressé par le fait que l'anxieux lui fait vivre le poids de ses attentes. C'est-à-dire qu'en fait, l'anxieux, il est en train d'aller chercher de la connexion. Donc en fait, il attend quelque chose. Il veut obtenir quelque chose de l'interaction et de ce qui se passe. L'évitant, ça, pour lui, c'est une oppression. Alors que l'anxieux, lui, il est en train de dire « je t'aime, je t'aime, je t'aime, aime-moi, 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 je t'aime, aime-moi, aime-moi ». Ça oppresse l'évitant, au point qu'en fait, ça devient pour lui une forme d'agression. Donc en fait, lui, il est déjà, souvent, en train de répondre à quelque chose que lui-même, il a vécu comme une agression. Donc forcément, l'anxieux qui est en face, il ne peut pas comprendre. Et ça peut être très désagréable. C'est des défenses en plus, comme tu disais. Ah oui, c'est automatique. Ouais. J'avais une question aussi, parce que finalement, tu parlais de limite saine. De limite saine. Oui. Limite saine, ouais, je dis ça, ouais. Limite saine. Et à un moment donné, je pense aussi de poser une limite en disant que l'espace de la relation n'est plus un espace constructif, parce que c'est aussi il y a un moment donné où c'est important peut-être de se le dire, parce qu'il y a des vrais éco-traumatiques qui peuvent se réveiller, et là, il n'y a plus les moyens à avoir pour... Alors, c'est dur de poser la limite. Ouais. Alors ça, c'est en psychologie ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. C'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de psychologues relationnels disent que une grande partie de ce qui se passe dans les couples, c'est ce qu'ils appellent en anglais un hôtel de guérison. C'est-à-dire qu'en fait, on arrive et on va poser au milieu des souffrances, des traumas et tout ça, et l'interaction va chercher à réparer, relier, mettre de la tendresse, mettre de l'amour dans les parties blessées, enfin voilà. Il y a des seuils de tolérance, c'est-à-dire qu'en fait, si, en gros, on a tous les deux une plaie ouverte et qu'en fait, on est en train de se mettre le doigt dans la plaie comme ça toute la journée, en fait, ça va déclencher de l'agressivité jusqu'à ce que le système il éclate. Et en fait, les gens, ils s'agressent les uns les autres. Et là, il n'y a plus de progression possible parce que le cerveau ne peut pas intégrer. Ce qui amène la guérison, c'est le fait de pouvoir amener des émotions bloquées de l'inconscient à l'intégrer dans le conscient. En fait, c'est ce processus-là qui nous amène à progressivement guérir. En fait, c'est de pouvoir élargir notre sphère d'acceptable et de réintégrer les parties qui sont rejetées de nous-mêmes. Donc ça peut se faire qu'à un certain rythme, à une certaine vitesse. Ça va être différent chez chacun. Ça va être différent en fonction de si on se fait accompagner ou pas. Les statistiques en France, elles sont assez incroyables, on va dire ça comme ça pour ne pas juger.
Alors ça, c'est autre chose encore. Là, on a une statistique, c'est qu'en fait, les couples mettent en moyenne 7 ans avant d'aller chercher de l'aide extérieure entre le moment où ça va vraiment mal et le moment où ils prennent un rendez-vous. 7 ans. Voilà. Ben oui, parce qu'en fait, on évolue dans une culture où en fait, on n'a pas conscience de tout ça et on considère même que c'est normal. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, bah oui, c'est difficile, mais bon, c'est OK, les relations, c'est comme ça et tout ça. Et en fait, vu qu'on n'a pas forcément appris qu'en fait, ça peut s'apprendre, en fait, on peut faire autrement, en fait, on peut guérir, en fait, on peut apprendre à se connecter. C'est comme un échec avec la thérapie pour certains. Non, ça n'a pas réussi, donc on va demander à un thérapeute. Juste une petite question. Oui. Les couples où l'un des protagonistes du couple est ensemble, ou l'un. Ça, c'est. J'ai droit à un joker ou pas? Les deux. Si tu n'as pas de statistique sur les 7 ans, c'est à 2 ou J'ai pas le détail, mais statistiquement, c'est très souvent une personne des deux qui insuffle. Et même si je regarde bien statistiquement, c'est même des fois bon, là on fait quelque chose où ça s'arrête, quoi. C'est souvent ça. Je me demandais si je n'avais pas raté quelque chose. Est-ce que j'ai bien entendu que lorsqu'il y a des difficultés dans l'inconscient, enfin je vais être très basique quand je dis ça, le fait de le mettre en conscience, ça, entre guillemets, guérit ou on avance. Mais je ne suis pas sûre d'avoir compris ça. C'est à peu près ça. Pour être plus précis, en termes psychologiques, si je prends un exemple, l'exemple le plus extrême, c'est le trauma. Le trauma, en fait, c'est une charge émotionnelle cristallisée, donc qui est compactée, stockée quelque part dans le corps. Pourquoi? Parce qu'au moment où on a vécu l'événement, l'intensité émotionnelle que ça nous a fait vivre était trop forte. Et on n'a pas pu le vivre. Donc en fait, notre corps a trouvé une stratégie pour le rejeter. Comme une dissociation? Ça, c'est une des stratégies. Mais voilà, typiquement, la dissociation, c'est une des stratégies de ça. Donc en fait, le corps, il va garder ce qu'on appelle une mémoire traumatique, donc il garde à un endroit cette charge accumulée. Ensuite, 20 ans après, vous tombez sur un compagnon tout à fait adorable qui réussit à mettre le doigt exactement à un endroit qui va déclencher cette chose-là qui va remonter. Et cette chose-là, elle va continuer à remonter tant qu'on n'aura pas pu créer les conditions nécessaires pour que cette émotion, elle puisse être accueillie. C'est-à-dire pour qu'elle puisse être vécue, pour qu'elle puisse être consommée dans le sens de consumer. C'est-à-dire comme si on faisait brûler un gaz jusqu'à ce que la matière se dissolve. D'où la difficulté en anglais, c'est « the only way out is through ». La seule porte de sortie, c'est à travers. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir sortir de ce genre de blocage, il faut pouvoir le vivre et le traverser. C'est ce qui m'interpelle, pardon de vous couper, c'est actuellement il y a moult et moult propositions de techniques, de méthodologies, et il y a des personnes qui reviennent constamment sur leurs problématiques et qui te disent, au bout de 20 ans de thérapie de psychanalyse, de EMDR, de EFT, de TP, enfin, tout ce que tu veux bien, qui te disent, ben, j'en suis toujours là, et je le sais, mais je ne peux pas faire autrement. Ça m'interpelle quand même. Ça, c'est une question trop vaste. Je dis ça, c'est une question trop vaste pour que je puisse y répondre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a trop de facteurs et de raisons différentes qui peuvent amener cette personne à être encore là pour que je puisse avoir un avis là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? C'est trop vaste. Là, moi, je parle simplement de dans quelle mesure les interactions intimes sont un théâtre de révélation de choses qui sont à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce qu'on en fait, en fait? Comment on fait pour que cette personne que j'aime et qui m'aime ne devienne pas mon ennemi, en fait? Parce qu'à un moment donné, c'est ça qui se passe. C'est marrant, c'est que le meilleur partenaire, finalement, c'est celui qui fait le plus chier, quoi. Il faut définir meilleur. C'est ce que je me suis dit, le meilleur casting. À condition qu'on puisse avoir les ressources communes pour pouvoir
En tout cas, celui que j'aime le plus est probablement celui qui a le plus la capacité de me faire souffrir. Oui. C'est souvent ça. Revenir un petit peu sur cette question de est-ce que comprendre, ça va permettre de résoudre, de vivre autrement? Pas que. C'est souvent nécessaire, pas tout le temps, mais c'est souvent nécessaire, surtout dans notre... En fait, la question est complexe. Déjà, ça dépend de la culture. Ce qui est vrai en Occident n'est pas vrai en Orient, n'est pas vrai en Amérique, déjà. Ça, c'est un truc assez fou. Il y a plein d'approches, en fait, qui ne passent pas par le fait de comprendre pour pouvoir aller mieux. Ensuite, il faut définir ce que aller mieux veut dire. Si aller mieux, c'est moins souffrir, par exemple. Mais très souvent, ce n'est pas suffisant. Ça peut être nécessaire, mais souvent, ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'en fait, pour qu'on puisse se libérer de quelque chose, je pense qu'il y a besoin de plus que de la compréhension intellectuelle, il y a besoin de ce qu'on va appeler la conscientisation. La conscientisation, c'est le moment où ce que l'on comprend avec la tête devient intégré dans le corps. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre quelque chose avec la tête, très très bien, et ne pas le vivre dans le corps. Et ça peut prendre... En fait, il y a un décalage de temps. Ça peut prendre beaucoup de temps pour que quelque chose que l'on comprend, on puisse réellement le vivre. Mais quand il y a un trauma, c'est quand même recommandé d'aller voir un thérapeute, parce que là, tu vois, j'ai l'impression que... alors, je vais écouter quelque chose, mais si on prend conscience de tout ça, on peut y arriver. Moi, pour avoir vécu des choses, s'il n'y avait pas quelqu'un qui était bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. On ne peut pas juste un peu régler le truc, quoi. Non, c'est mon métier. Je suis là. Et oui, on accompagne des gens, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ma compagne Aimée, elle est psychologue, elle est spécialisée dans le trauma. Et oui, bien sûr. Moi, c'est quasiment impossible de faire ça tout seul. Alors là, pour le coup, ça, c'est mon avis personnel. Je ne suis pas une statistique, hein, mais moi, je pense que, vu l'intensité de ce que l'on vit, globalement, et même sans trauma, tu vois, même sans des trucs atroces, quoi, en fait, l'intensité de ce qui se passe dans un couple et dans les relations amoureuses fait que, en fait, à un moment donné, si on veut sortir de ce genre de boucle, sans aide extérieure qui va nous aider à pouvoir justement prendre du recul et conscientiser, c'est très difficile. Très, très difficile. Alors pourtant, tu as parlé de l'égoïsme intelligent. Oui. A priori, ça c'était là. J'avais justement cru comprendre que c'était la façon de s'en sortir intelligemment. Ça, c'est ce que j'appelle... Changer l'autre et puis se changer soi-même. Ah, alors c'est pas ça que j'ai voulu dire par égoïsme intelligent. Mais j'aime bien ce que tu dis aussi. Ce que tu dis aussi est très juste, dans le sens où... Oui, ce que tu dis est très très juste. C'est une information très importante. On ne peut pas changer l'autre. Ça aussi, c'est une grande illusion. Très grande illusion, avec laquelle on se fait très très mal. C'est-à-dire qu'en fait, cette attente que l'on a de vouloir faire changer l'autre, c'est une très très bonne recette pour se faire très très mal. Ce que j'appelais l'égoïsme intelligent tout à l'heure, c'était de dire, à un moment donné, vu la douleur que ça me fait vivre, par exemple, de répéter la même scène, tu vois, si on reprend Théo, que le mec, il arrive en retard, et chaque fois, ça déclenche des conflits, et chaque fois, c'est une engueulade, et chaque fois, c'est des heures d'embrouille, et chaque fois, ça a des conséquences et tout. À un moment donné, de réussir à se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas dans mon intérêt de continuer à répéter ça. Ce n'est pas dans mon intérêt. Donc en fait, je ne vais même pas le faire pour toi, en fait, je vais le faire pour moi. C'est ça que j'appelle égoïsme intelligent. Et en fait, ce truc-là, à un moment donné, il y a une bascule qui a lieu quand on se rend compte que ça peut paraître très bizarre à dire, mais la personne, elle continue à faire ça parce qu'elle n'arrive pas à prendre conscience, dans le sens à réaliser dans son corps. Elle le comprend très bien avec la tête, hein,
mais elle n'arrive pas à le sentir dans ses tripes, de à quel point son comportement fait souffrir l'autre. Elle le comprend, mais elle n'arrive pas à le vivre. Et donc si on aime quelqu'un, utiliser l'égoïsme intelligent, ça fait s'éloigner de la personne. Ça fait s'éloigner de la personne. Non. Enfin, je veux dire, non, ce que je veux dire par égoïsme intelligent, c'est qu'en fait, je le fais pour moi, mais en fait, c'est intelligent parce qu'en fait, ce que je suis en train de faire, c'est prendre soin de toi. En fait, c'est dans mon intérêt de prendre soin de toi. Donc, je le fais de manière... C'est une figure de style, c'est une expression verbale. Tu vois ce que je veux dire? C'est de dire, je le fais pas pour toi, je le fais pour moi, parce que je réalise que c'est dans mon intérêt de le faire. Mais je fais quoi? Je prends soin de toi. Alors du coup, la motivation étant un peu foireuse, les effets de cette réflexion Non, sont pas très... non, c'est une... En fait... d'espoir dans la prise de... Tu ne prends pas vraiment soin de l'autre, alors ça a un effet positif de surface pour moi. Non, en fait, c'est un chemin. C'est un chemin. C'est-à-dire qu'en fait, on a régulièrement des situations dans les couples où en fait, on a une personne qui a fait du travail sur elle, qui a évolué, qui a fait un chemin de conscience et qui en fait ne veut plus vivre un certain nombre de choses. Et elle est avec quelqu'un qui n'arrive pas forcément à faire ce chemin-là et à comprendre. Et en fait, il y a un moment donné, il faut trouver des manières en fait de débloquer. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, c'est pour ça que je dis c'est des petites touches. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a aucune conscience de tout ça de passer de ça à oui ma chérie, j'arrive à ressentir ce que tu es en train de vivre et en fait je suis avec toi. C'est impossible de faire ce chemin-là d'un coup. Donc en fait, c'est des petites touches. Et en fait, des fois, la petite touche, c'est d'amener la personne à se dire en fait, qu'est-ce que ça te coûte cette scène, toi? Il y a aussi, ça veut dire que les gens se relient à leurs émotions. Oui. Problématique. La grande partie des gens sont coupés de leurs émotions. Donc, on travaille sur les émotions pour être capable de ressentir voilà, ce qu'ils ressentent et ce que l'autre peut éventuellement ressentir. Ça, c'est un peu complexe quand même. Oui. Il y a un sacré boulot en amont qui est difficile à faire pour soi-même. Oui. En fait, on a des gens qui vont avoir envie de faire ça spontanément et qui vont se mettre en chemin pour leurs propres raisons. Alors soit parce que la personne elle souffre à l'intérieur et elle a envie de se libérer de la souffrance, donc ça c'est un moteur et du coup elle avance. Soit parce qu'elle est fascinée par l'évolution et la croissance et qu'en fait elle est automotrice de sa propre évolution. Soit parce qu'à un moment donné, en fait, la situation qui se passe dans l'interaction, elle devient insupportable et en fait elle est contrainte. Donc en fait, la question, c'est comment on va créer une motivation pour que la situation puisse évoluer. C'est pas évident. Donc